d'Ivoire, moi, je suis parti de la Côte d'Ivoire il y a 30 ans, mais on se rappelle, à l'époque, on appelait le prix Houphouët-Boigny. Il y a très longtemps, et même nous qui avons fait de très beaux parcours, plus tard, on n'arrivait pas à gagner ces prix-là. Donc, on sait, comme on disait à l'époque, on sait que vous êtes très canqués. Donc, félicitations. Et puis voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Sully Sarah Janice. J'ai 15 ans. J'ai obtenu le BEPC avec 331 sur 360 points à l'école Etimoué de Bingerville et je suis lauréate du prix d'excellence CIE 2023. Merci. Bonjour, je suis Dagon Noélie Marie-Thérèse Alexandra. J'ai 18 ans. J'ai obtenu le bac A avec 346 points sur 400 au collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. Je suis lauréate du prix national d'excellence CIE 2023. Merci. Bonjour, messieurs. Je suis Dosso Banama. J'ai 17 ans. J'ai obtenu le bac B avec 259 points sur 400 points au collège Élise de Yamoussoukro. Je suis lauréat du prix national d'excellence CIE 2023. Merci. Bonjour, je suis Ougoran Yohan, j'ai 17 ans. J'ai obtenu un bac série D avec 357 points sur 400 au collège Saint-Viateur de Cocody. Je suis lauréat du prix national d'excellence CIE 2023. Merci. Bonjour, je suis Jerry Boli Unori Junior, j'ai 23 ans. J'ai obtenu le bac G avec 341 points sur 480 et je suis lauréat du prix national d'excellence CIE 2023. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Sidibé Ali. Faites plus fort. Bonjour, je suis Sidibé Ali. J'ai 18 ans. J'ai obtenu le bac F avec 261 points sur 480 au collège technique Élise de Yamoussoukro et je suis lauréat du prix national d'excellence CIE 2023. Voilà. Donc, messieurs, vous avez donc les 6 lauréats qui vont être célébrés demain. Normalement, ils sont 9. Hein. Je crois qu'il y en a 3 qui sont déjà partis pour des études à l'extérieur. Donc, ce sont les 6 qui nous restent ici. Donc, c'est avec eux qu'on va s'entretenir cet après-midi. Donc, je vous laisse la parole pour discuter avec les jeunes gens. Ils t'appartiennent maintenant. Merci beaucoup pour ce tremplin. Et donc, j'ai préparé une présentation, mais je pense qu'on va aussi essayer de prendre avantage de la présence de Sam et Minnie et pouvoir aussi leur donner le temps. Donc, je pense que j'ai une présentation d'environ, j'espère qu'il va faire 20-25 minutes et j'espère qu'on pourra aussi avoir l'opportunité d'échanger et aussi l'avantage d'enregistrer cet événement, c'est que ça pourra être partagé avec des personnes qui ne sont pas parmi nous dans cet échange. Donc, dans ce cadre, j'ai préparé une présentation, en fait, qui s'intitule Excellence académique entre mythe et réalité. Et on va dire ça vient de ma perspective, de mes expériences. Donc, je ne vais pas... et certains des points clés, en fait, que je voudrais vous transmettre, c'est que l'excellence académique est un atout pour votre carrière professionnelle et peut vous ouvrir plusieurs portes. Mais à un certain niveau aussi, beaucoup de qualités humaines vont primer, comme la passion pour ce que vous faites, l'esprit critique, le fait de développer une vision, non seulement pour vous, mais une équipe avec laquelle vous travaillez. Et un message aussi simple et rassurant, en fait, c'est que le monde est grand, le monde est surprenant, infini, et le monde veut que vous réussissiez, en fait. Il y aura certainement des obstacles, il y aura certainement des échecs, et le plus important, en fait, c'est de garder votre confiance en vous. Et pour illustrer ce point, je vais illustrer par certaines anecdotes ou expériences et aussi stimuler des sujets de discussion. Donc, on va commencer au début. Vous m'entendez bien, c'est bon? On t'entend bien.
OK. C'est que mon nom, je suis Kane Mohamed Hassan. Si on regarde dans ma famille, je suis le dernier. J'ai 3 grandes sœurs. Et l'interprétation de l'excellence commence avec mes parents. Mon père, il est né dans les années 1950. Il a fait le lycée technique. Et à l'issue du lycée technique, il a été boursier EECI et donc a pu faire des études d'ingénieur en France, à Supélec, qui est maintenant Centrale Supélec. Et il a fait beaucoup des beaux jours de sa carrière à la CIE. Ma mère, elle, est née à Boaké. Elle a fait le lycée Sainte-Marie et a été boursière aussi, a pu faire des études et devenir docteur en pharmacie. Donc, dans ce cadre, il y a eu beaucoup, on va dire, déjà par les parents, il y a des exemples qui ont prouvé qu'on peut partir vraiment de Danané de Boaké et devenir des personnes illustres dans le pays. À mon niveau, moi, je suis né en 1995 en Côte d'Ivoire. Mon parcours scolaire, j'ai fait le Pichoun jusqu'au CP2. Ensuite, j'ai fait la pépinière des 2 plateaux du CE1 au CM2. La Farandor, j'ai fait la 6e, la 5e là-bas. Ensuite, le lycée français Blaise Pascal, de la 4e à la première scientifique. J'ai fait le système français. Et ensuite, aux USA, j'ai fait ma terminale au lycée international OTI et MIT en école d'ingénieur. Si déjà je réfléchis sur mon parcours scolaire, j'ai beaucoup changé d'école en fait. Et à chaque fois, j'ai dû m'adapter et me faire de nouveaux amis, relever le défi. Parce que même en Côte d'Ivoire, déjà, j'ai changé 4 fois d'école et je n'ai pas fait plus de 4 ans en fait, dans une même école. Donc, à chaque fois que je m'adaptais, il y a eu des circonstances qui m'ont amené à changer d'école. Et je dirais qu'effectivement, si je regarde mon parcours au niveau du collège, quand même, j'avais effectivement des bons résultats académiques. En 6e, j'avais une bonne rivalité, c'est-à-dire j'étais souvent premier et deuxième. En 5e, j'étais premier de ma classe. 4e et 3e aussi, alterné, premier et deuxième. Seconde et première, premier de ma classe. Et en terminale aussi, bonne rivalité. Mais en plus, en fait, d'avoir des excellents résultats académiques et polyvalents, j'étais social aussi. Juste par exemple, juste pour illustrer, au niveau de mes résultats au bac S français, j'ai eu 18,26 sur 20, donc ce qui m'a valu la mention très bien avec les félicitations du jury. Et en termes de matières, vous pouvez voir qu'en termes de polyvalence, bon, voilà, c'était 17 en français, 14 en histoire géo, 19 en maths, 17 en physique, 18 en sciences de la SVT, 18 en anglais, 20 en espagnol, 17 en philosophie, 20 en histoire géo option. Vraiment, voilà, c'était à ce niveau, j'étais assez polyvalent en fait. Et ça m'a valu en, en faisant ma terminale aux États-Unis, l'admission à plusieurs universités prestigieuses. Bien que j'ai choisi MIT, j'avais été reçu à Stanford aussi, Georgia Tech, UT Austin. Et, et pour ceux qui le savent, Stanford et MIT, c'est vraiment en fait les meilleures universités du monde. Bien entendu, il y a Mini aussi qui va dire qu'Harvard est là. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous dis qu'en fait, en partant de Côte d'Ivoire, et c'est une bonne question en fait de se demander comment cela s'est produit, en fait. Et si je réfléchis sur mon parcours, en fait, il y a eu, je dirais, l'intersection de l'effort et de la chance. L'effort, ça a été fourni par mon travail et le fait que j'aimais étudier, je voyais des connexions entre la vie et l'école. Mais la chance a aussi joué un rôle important. 3 points clés dans la chance, c'est que je suis né déjà dans une famille qui a valorisé l'éducation parce que mes parents, très tôt, nous ont inculqué le désir d'aller loin dans les études, le désir d'exceller. Via mes grandes sœurs, il y a 2 qui ont étudié aux États-Unis, j'avais eu des ouvertures et des perspectives sur le monde américain. Et vraiment le coup de chance, en fait, pourquoi je suis allé en terminale aux États-Unis, en fait, c'est parce qu'il y avait un programme qu'on appelle, que les États-Unis ont, qui s'appelle le Diversity Immigrant Visa.
en gros, c'est mes grandes sœurs qui ont initié notre famille à postuler à ce programme qui permet en fait de donner des facilités d'immigration aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça, en fait, en, en terminale, j'ai dû m'adapter à un nouvel endroit, mais Dieu merci, ça n'a pas eu d'impact sur mes résultats. Mais, encore une fois, si on va un peu plus loin, avant d'aller aux États-Unis, en seconde, je visais déjà haut. Je voulais aller faire l'école polytechnique, comme je pense beaucoup de personnes qui ont pour aspiration l'étranger. Mais en fin de seconde et première, j'avais déjà commencé à remettre cette volonté en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais fait mes propres recherches et j'avais trouvé que dans le système francophone, il y avait en fait des meilleures écoles que Polytechnique. Et il y avait aussi des meilleures écoles, en fait, qui offraient plus de chances d'admission, comme par exemple l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, il y avait un certain esprit indépendant où, en fait, j'ai fait mes propres recherches personnelles. Et je me rappelle, il y avait une amie de première qui, elle était américaine. Elle m'a dit, ah, mais toi, tu sais, tu peux faire le MIT. Et ça, c'était avant qu'on ait les résultats qui nous permettent d'immigrer aux États-Unis. Je lui ai dit, non, c'est cher, il faut parler en anglais, il va faire froid. Et, euh, et moi, si je ne savais pas qu'en fait, en fin de première, on allait avoir la possibilité d'immigrer aux États-Unis. Et donc, je suis arrivé en fin de première, parce qu'en fait, en fin de première, et lors de mon arrivée aux États-Unis, je suis allé voir ma conseillère d'orientation, parce que j'ai fait un lycée français en terminale, et je lui ai dit, moi, je veux faire les meilleures écoles du pays. Et elle me regarde comme ça, mais il sort d'où celui-là? Il n'a pas fait les tests d'entrée, parce que, bon, ça c'est quelque chose qu'il sait. Il faut faire des tests d'entrée, les gens se préparent depuis la troisième, la seconde, il n'a pas fait les tests d'entrée. Est-ce qu'il parle bien l'anglais? Et donc, j'ai dû me préparer 6 mois pour faire tous les tests d'entrée à toutes ces universités-là. Et à ce moment-là, en fait, j'aurais pu beaucoup douter parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ce parcours que j'envisageais. Et il y avait beaucoup, en fait, de signaux dans mon environnement qui me disaient d'attendre ou d'être plus réaliste ou de se dire que ce n'était pas donné. Et l'aspect important, en fait, ici, c'est que j'ai dû vraiment voilà, travailler pour arriver à passer tous les tests d'entrée, les passer même plusieurs fois pour améliorer mes résultats et en 6 mois, en fait, boucler tous ces aspects. Et donc, j'ai été à la fois confronté à l'autocensure, en fait, qui m'aurait facilement fait ne pas nécessairement postuler à ces universités parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'arguments. Tu viens d'arriver, des gens se sont préparés toute leur vie. Tu as grandi dans un système où le français était ta langue principale. Donc, il y a plein, en fait, on va dire, de raisons pour ne pas y croire. Mais je me suis dit non, j'ai confiance en moi. Je vais m'ouvrir, je vais faire ce test, je vais m'ouvrir les portes. Et Dieu merci, ça allait. Mais je vois aussi, en fait, comment ça aurait pu facilement ne pas être le cas. Et donc, au MIT, quand je commence ma première année, je me dis, OK, mon père a fait génie électrique, je vais faire génie électrique, donc j'ai joint un club où une des activités que le club fait, en fait, c'est de construire une voiture solaire. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est en gros la structure de la voiture solaire. On était allé dans un atelier mécanique et je me suis rendu compte, en fait, j'aimais pas. Vous voyez? Et genre, ça, c'était un choc parce que je me suis dit, ah, OK, je vais faire génie électrique, bon, comme mon père, tout ça, mais j'aimais pas. Alors, ensuite, on va au premier cours de maths. Et un des premiers défis, en fait, c'est que en première année, je vis avec 3 colocs. Et un de mes colocs, il a fait les Olympiades de maths pendant tout le lycée. Et on a une première note
on a un premier examen. La moyenne de classe dans ce cours de maths, c'était vraiment pour les personnes qui aimaient les maths, est de 52. Ma note est de 54. Sa note est de 80. Donc, c'était un des premiers chocs, en fait, pour moi, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, je viens d'un background où j'ai beaucoup confiance en mes capacités. J'ai eu des résultats j'ai eu des bons résultats dans mon système local. Et là, je suis confronté à des personnes qui, vraiment, voilà, sont à un autre niveau. Ça aurait pu facilement, en fait, me décourager. Et pour ne pas vous mentir, à un moment, il y a eu des moments où, en fait, ça m'a découragé. Mais, en fait, une des réflexions, c'est que ces résultats n'ont rien changé mon intérêt pour le sujet, en fait. Et ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui va souvent arriver, en fait, lorsque vous faites des formations d'excellence. C'est qu'il va arriver des moments où vous serez poussé à vos limites. C'est comme si, par exemple, vous êtes un joueur de foot, vous commencez dans les tournois de Maracana au karaté, vous êtes bon. On dit, OK, bon, tu vas peut-être faire le camp de la SEC. OK, tu es bon. Tu vas aller en Ligue 1. OK, tu es bon. En Ligue 1, bon, maintenant, peut-être tu vas aller en Arabie Saoudite, mais avant, tu vas aller chercher à aller en Espagne. Tu vas aller au Real ou à Barcelone. À un moment, en fait, il va arriver où, bien que tu étais bon, tu vas te trouver dans un cadre où il y a des personnes qui sont effectivement à d'autres niveaux, qui ont d'autres compétences. Et donc, une des leçons à ce niveau, en fait, c'est que je me suis toujours concentré, en fait, sur qu'est-ce que j'aime faire. Et un autre aspect aussi que j'ai découvert au campus, c'était la programmation informatique. Ça, c'était la retrouvaille, on va dire, d'un domaine nouveau, en guillemets. Parce qu'en fait, mon histoire avec l'informatique, c'est qu'en 5e, à la Farandole, on avait un cours Hassan, d'informatique. Oui, oui. Hassan, tu peux Allô, attendre oui. 1 minute. Il dit qu'ils sont perdus et ils reviennent. Ah, d'accord, OK. Juste Désolé. là maintenant. D'accord, d'accord. Sinon, super. Ouais, super, franchement. Non, mais donc tu es un génie, tu vous as caché ça. Exactement. C'est Non. c'est exactement ça, tu vois. Je savais, je me Non, bravo. doutais. Tu sais, Bravo. je me doutais. Ils sont revenus, moi, je n'arrive pas à voir, en fait. Stéphane, Non. Ah non, ils ne sont pas encore. Ouais, non. Ils sont pas. j'entends les bruits, donc ils sont en train d'essayer d'arriver. OK, d'accord. Je l'appelle là, je l'appelle. Pas de problème. Mohamed, Oui, c'est bon, vous entendez, désolé, on a eu un problème de connexion. pas de problème. Voilà, Mais donc tu peux reprendre la vous partie. avez perdu Hassan à quel moment? À ce moment-là, où il parlait des cours de maths. Ah, OK, parfait. d'accord. Donc, bon, je vais reprendre. Donc, lors des premiers cours de maths, un des premiers défis que j'ai eu, comme je disais, c'est que mon coloc avait fait des Olympiades pendant tout son lycée. Et en fait, les Olympiades, vraiment, ça lui avait donné vraiment beaucoup d'avantages. Et lors le premier examen, la moyenne de la classe était 52 sur 100. C'est-à-dire c'est environ 10. Ma note est environ 54%. Et lui, sa note est de 80%. Et c'était un des premiers chocs, en fait, parce que j'étais habitué, voilà, 19, 20, presque tout trouvé. Et là, je me trouve dans un cadre où déjà, personnellement, j'ai à peine 10. Je suis un élève moyen. Et dans ma chambre même pas aller loin, dans ma chambre, il y a un élève qui est vraiment, voilà, très en avant sur nous dans ce domaine. Et ça a été vraiment, on va dire, un des premiers chocs où j'ai dû, en fait, partir de me définir comme, entre guillemets, premier de la classe, à juste me définir par mes intérêts, en fait. Parce que, après réflexion, ça n'a rien changé mon intérêt pour le sujet,
Mais c'était une des premières fois où cette identité de premier de la classe était plus remplacée par quelqu'un qui est passionné et qui est vraiment, en fait, qui a des intérêts sur certains domaines. Euh, Au niveau de la programmation informatique, ça, c'était en fait une retrouvaille. Je dis retrouvaille d'un domaine nouveau, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, euh, mon histoire avec l'informatique avait commencé en cinquième. J'avais eu un cours d'informatique à la Farandole, mais bon, c'était pas vraiment de la programmation qu'on faisait. En fait, on apprenait les différentes parties de l'ordinateur et j'avais dit à mes amis, en fait, comme ça, que j'allais un jour créer ma société d'informatique. Ils se sont moqués de moi. Je me rappelle même du nom que j'avais dit. J'avais dit que ça s'appelait Hassan Computer Science. Vraiment, et j'avais dit que ça allait s'appeler HCS. Donc, à un moment, je disais, oui, un jour, je vais faire HCS, je vais faire HCS. Et quand ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit, HCS, ça va être Hassan Karola Sanitaire. Genre, vraiment, en fait, comme si c'était vraiment se moquer de moi. Et en fait, après que j'ai changé d'école, j'ai vraiment plus mis l'accent dessus, en fait, parce qu'à la fois, c'est-à-dire, enfin, je dis ça en rien aujourd'hui, mais en fait, c'est comme si ça m'avait un peu découragé aussi. Je ne vais pas vous mentir, ça m'avait un peu découragé parce que j'avais une certaine passion pour certains trucs et ça n'a pas été, je vais dire, reflété dans mon environnement. Donc, bon, je me suis dit, bon, OK, peut-être qu'ils ont raison parce que en grandissant, je n'avais pas vraiment vu beaucoup d'experts ivoiriens qui avaient créé leur société et tout ça. Et donc, bon, voilà. Enfin, quand on dit société dans l'informatique, dans la technologie, c'était nouveau. Ça c'était à peu près en 2007. Aujourd'hui, la scène tech africaine est très différente. Mais c'était en 2007. Bon, je me suis dit, bon, OK, peut-être qu'ils ont raison. Et du coup, quand je retrouve l'informatique à l'université, je me suis rendu compte en fait que c'était un domaine que j'avais aussi beaucoup aimé. Et là, je me suis beaucoup, si vous remarquez, c'est la même personne. Il y avait un ami qui s'appelait Malek. Lui, il était tunisien et il avait aussi fait en fait l'informatique depuis qu'il a peut-être 12, 13 ans. Et on commence à travailler en fait beaucoup ensemble. On fait des travaux personnels, des travaux collectifs. Et là aussi, en fait, un des pièges aurait été d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire commencer à douter de ses capacités. Mais le plus important ici, en fait, ça a été d'avoir des amis qui m'ont inspiré et avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc, enfin, il y a une longue histoire, mais aussi, il y avait aussi beaucoup de personnes qui commençaient l'informatique. Et un des états d'esprit, en fait, importants, c'est ce qu'on appelle growth mindset. C'est l'état d'esprit de croissance. C'est-à-dire, en fait, un état d'esprit que j'aurais pu avoir, c'est Malek est bon en programmation. Je ne suis pas bon en programmation. Fin de l'histoire. Mais l'état d'esprit de croissance, en fait, ça veut dire que via les efforts et un travail personnel, je peux devenir excellent dans cette discipline. C'est-à-dire, en fait, ne pas croire que nos capacités sont fixes et que nos résultats sont dus à des dons, mais que nos résultats sont dus à du travail. Et que par le travail, en fait, on peut vraiment croître au niveau de ses capacités. Et donc, l'excellence et l'intelligence ont plusieurs formes. En fait. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent être polyvalentes. Il y a des personnes qui vont avoir d'excellentes qualités humaines. Il y a des personnes qui vont aller très en profondeur dans quelques domaines qu'ils ont fait, comme les Olympiades de maths et la programmation. C'est un processus continu et en fait, il faut être à l'aise avec cette notion que le talent va s'exprimer et avoir plusieurs formes. Et euh, donc, avec cet entourage, j'ai eu vraiment un esprit de croissance. Et en commençant l'informatique à l'université, j'étais capable d'avoir des expériences aussi bien à Facebook où j'ai pu travailler sur les algorithmes de recommandation de la plateforme, ou à Uber, ou vers ma troisième année, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'intelligence artificielle, qui à l'époque était un domaine assez nouveau. Ça, c'était vers 2015. Ça dit que ça avait recommencé à boomer. Et j'ai pu travailler sur des algorithmes pour les voitures sans chauffeur. Donc, vraiment, pour à la fois le camion et cette 4x4, il y avait des équipes qui ont travaillé sur comment est-ce qu'avoir ces véhicules qui se conduisent sans chauffeur. Et bien des années plus tard, il y a certaines villes, y compris San Francisco en Californie, où ces inventions sont devenues des réalités. Et donc, aujourd'hui,
avec mon intérêt pour l'informatique et le maths, ça fait déjà 10 ans que je fais de l'informatique. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je suis cofondateur et DG d'une entreprise dans le domaine. Nous travaillons avec des compagnies pharmaceutiques pour la simulation des propriétés des molécules. Je suis auteur de 8 articles de recherche et un brevet d'invention dans le domaine. En fait, et ça aurait pu facilement, il y a eu plusieurs fois où j'aurais pu me décourager, où j'aurais pu me dire, ah non, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais il était important, en fait, de trouver les domaines qui m'intéressent et vraiment, en fait, me concentrer sur mon intérêt, travailler sur des projets. Et donc, en fait, je vais finir par quelques mythes et idées fausses. Et ensuite, on va avoir plusieurs discussions. Donc, déjà, si vous vous trouvez dans cette salle, vous pouvez vous demander, OK, est-ce que c'est un coup de hasard? Est-ce que ça va toujours continuer? Non, vous ne vous trouvez pas dans cette salle en tant que lauréat de prix d'excellence par hasard. Le prix est un signal de vos capacités analytiques et de votre travail. On me disait souvent, en grandissant, trop travailler va vous rendre fou. Non, ce n'est pas faux. Pardon, ce n'est pas du tout vrai. Il y a des personnes qui sont extrêmement bosseuses et ça ne va pas vous rendre fou, en fait. Si vous aimez un sujet, n'hésitez pas à beaucoup travailler dessus. Il n'y a pas que l'école dans la vie. Ça, par contre, c'est une idée qui est vraie. Il y a à la fois les résultats académiques qui sont, on va dire, un signal important, mais d'autres facteurs vont jouer, comme vos relations, vos qualités humaines, votre mental. Et à certains niveaux, en fait, ces aspects peuvent même primer, en fait, par rapport à tous aux résultats scolaires ou au background académique. Une autre idée que j'entendais souvent, ce ne sont pas toujours les premiers de la classe qui réussissent. Et ça, en fait, c'est un sujet compliqué parce qu'en fait, il y a la fois, il faut en fait se demander en fait d'où ce sentiment-là vient. En fait, ce sentiment vient souvent du fait que en utilisant un système où les gens sont classés avec certaines notes précises, il peut avoir un sentiment d'insécurité qui grandit. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes où le signal peut être reçu comme tu ne vas pas réussir, tu n'es pas bon à ci, tu n'es pas bon à ça. Et en fait, euh, ce sentiment est en partie dû au fait que l'école mesure certaines capacités précises. Et donc, il y a des personnes qui ne vont pas s'épanouir en fait à l'école et qui effectivement vont réussir lorsqu'elles vont dans leur domaine clé. Par exemple, j'avais un ami en seconde, il a même repris la seconde, il avait eu beaucoup de difficultés, mais lui, il était vraiment intéressé par l'architecture. Et lorsqu'il est arrivé dans son domaine de l'architecture, aujourd'hui, il a beaucoup de succès. Donc, ce sentiment, en fait, vient du fait que les signaux qu'il avait reçus en grandissant ne l'encourageaient pas à rêver grand et à se dire, ah, OK, je peux être un grand architecte. Et en croyant en soi, cette personne a réussi. Mais de l'autre côté aussi, est-ce que ça veut dire que les premiers de la classe ne réussissent pas? Ça encore, en fait, je dirais que les capacités analytiques qui sont développées à l'école vous donnent des avantages dans certains domaines précis. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines où vos bons résultats scolaires vous donnent plus de chances de réussir. Et c'est important en fait de beaucoup penser en fait à comment est-ce que les bons résultats scolaires peuvent se transmettre en des carrières où ce que vous aimez de l'école peut être un avantage. Mais la relation en fait entre on va dire le succès professionnel et l'école, c'est à la fois c'est dans les deux sens en fait. Ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes qui ne vont pas s'épanouir à l'école et qui vont être capables de trouver des domaines où elles s'épanouissent. Mais en même temps, les personnes qui ont des bons résultats scolaires, il y a certains domaines où il y a des avantages. Des autres mythes et idées fausses. La recherche, ça ne sert à rien. On entend ça souvent et je peux vous assurer que dans les domaines comme l'informatique et les avancées technologiques, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont parties de la recherche et qui aujourd'hui changent notre quotidien. L'apprentissage s'arrête après l'école. Ça, il y a certains domaines de carrière où vous allez tout le temps continuer à apprendre. Et c'est important, en fait, de conserver
ces qualités que vous avez par rapport aux résultats et de vous dire que l'apprentissage, en fait, c'est vraiment toute la vie. Surtout, on est dans un monde où les choses changent beaucoup. Et donc, là, c'est un domaine où vous avez un avantage. Il n'y a plus de découvertes à faire. Ça, c'est un mythe parce qu'il y a plein de champs de travaux où il y a plein de découvertes à faire. En tant que jeunes Africains, nous pouvons participer à ces découvertes, à ces innovations. Et donc, en fait, le monde n'est pas du tout fini parce que souvent, quand on étudie les choses en maths, en physique qui datent de plusieurs années, on peut se dire, ah, OK, il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Et avec la perspective, je peux vous assurer que c'est complètement faux. Le monde est constamment en changement et il y a plein de choses à faire, plein de choses à inventer, plein de choses à découvrir. Ça, c'est plus un accent pour les personnes qui ont un background scientifique. Si tu étudies les sciences, la seule débouchée sera de faire des sciences toute ta vie. Ça encore, c'est un mythe parce qu'en fait, c'est possible d'étudier maths ou de la physique et de se retrouver directeur de société. N'allez même pas chercher loin, le directeur de la CIE lui-même a fait des études maths appliquées et se retrouve dans l'environnement commercial. Donc, en fait, faire des études dans un domaine ne veut pas forcément dire, en fait, que c'est ce domaine-là qu'on va faire toute ta vie. L'autre aspect aussi, les études à l'étranger, c'est cher. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais intervenir, en fait, c'est que ce soit au niveau du premier cycle ou au niveau, on va dire, doctoral, en fait, il y a, dans les meilleures universités américaines, en fait, il y a des programmes de bourse. Et c'est pour ça, en fait, que je dis de faire beaucoup ces recherches. Il y a même des programmes, il y a même des universités, en fait, où, littéralement, si tu dis que tout ce que tu peux payer, c'est 1000 francs, l'université va prendre le reste en charge, en fait. Et c'est pareil aussi pour les programmes dans les études doctorales où vous êtes payé pour faire des études, en fait. Donc, c'est important, en fait, de briser certaines de ces notions et mythes et idées fausses pour vous encourager, en fait, à avoir vraiment une grande vision de ce que vous pouvez faire, mais de se dire, en fait, que vous aurez à faire face parfois à beaucoup de difficultés, mais il ne faudra pas se laisser faire par les difficultés et c'est important de travailler beaucoup sur votre mental. Donc, c'était un peu, j'espère que vous avez aimé le message. Et maintenant, je laisse cette partie en fait à juste un échange interactif parce que j'espère qu'à travers les anecdotes et des principes, je vous ai donné un peu mon éclairage sur les mythes et réalités liées à l'excellence académique. Okay. D'accord. Merci beaucoup à Mohamed pour ton intervention. Donc, on va laisser maintenant la parole à nos enfants pour qu'ils puissent intervenir, poser des questions. Donc, je vous laisse la parole du jeune. Qui se lance en premier? Vas-y, une question. Donc, tu peux rester assis, mais tu parles fort. Monsieur, en écoutant tout ce que vous avez dit sur votre parcours, on a constaté que vous aviez assez de succès dans vos études. Vos résultats scolaires étaient assez intéressants, importants. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour garder la tête froide, si on veut dire. Comment est-ce qu'on arrive à rester humble quand on a de tels niveaux scolaires? Comment est-ce qu'on arrive à gérer les relations avec les autres? Parce qu'on sait souvent que quand les premiers de classe, il y a un peu la jalousie ou bien le harcèlement. Donc, comment vous avez su gérer ça? Bonne question. Et comme j'étais très, très transparent à ce sujet, en fait, j'ai non seulement reçu des moqueries ou des critiques qui n'ont pas été encourageantes, mais aussi j'ai eu à m'adapter. Donc, bon, il y a plusieurs aspects. Le premier, en fait, c'est déjà en fait, de comprendre d'où ça vient. On peut souvent se dire, en fait, que ça vient des personnes qui vont faire. Mais en fait, c'est vraiment lié au système éducatif. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est lié au système éducatif dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir, en fait, comme si, tu vois, la classe vous met les uns contre les autres. Et d'un côté, c'est bien parce qu'il y a l'aspect compétitif, mais de l'autre côté, en fait, ça peut créer beaucoup d'insécurité chez certaines personnes. Et parfois, c'est ces insécurités qui vont se traduire, en fait, en ce genre de sentiments. Et une des manières, en fait, d'aller au-delà, c'est de trouver des zones
de collaboration ou des zones de projet. Bon, d'un côté, il peut y avoir des personnes qui vont juste vous décourager dans ce que vous voulez faire. Et je pense que c'est important d'ignorer et d'avoir une confiance en vous par rapport à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que ça fait partie, en fait, du lot. Et ce n'est pas juste à l'école, en fait. Quand il y a, par exemple, des personnes, je sais pas, qui vont devenir influenceurs ou des personnes qui vont faire d'autres activités, il peut y avoir ce genre de sentiment-là qui se développe. Et c'est important, en fait, d'avoir, de pouvoir faire barrière et de savoir où vous voulez aller. Mais de l'autre côté, en fait, une dynamique qui devient importante lorsqu'on grandit, en fait, c'est que les qualités des uns et des autres sont importantes lorsqu'on collabore, en fait, dans des projets. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des personnes qui vont être des grouilleurs, voilà, des débrouillards, et il y a d'autres personnes qui vont avoir des capacités analytiques fortes et peut-être être plus timides. Et donc, au final, en fait, c'est de se dire que ce n'est pas ce qu'ils appellent un zero-sum game, c'est-à-dire c'est pas tu gagnes, je perds, mais plus qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et parfois aussi, avec l'âge, en fait, beaucoup de ces choses, on est capable de prendre du recul. Mais, comme je dis, j'ai été très transparent. Il y a eu plusieurs cas où j'ai eu voilà, des retours négatifs par rapport soit aux grandes choses que je voulais faire ou même par rapport au statut de premier de la classe. Et en fait, avec le recul, je dis en fait, ça ne va pas partir, hein, mais c'est pour vous dire en fait d'où ça vient. C'est important de comprendre d'où ça vient et ne pas se laisser affecter et aussi d'avoir une vision à ce niveau. Et je pense qu'au niveau de garder la tête froide, en fait, ça vient plus du fait, en fait, de chercher à s'améliorer constamment, en fait. C'est-à-dire, en fait, de se dire, OK, il y a plein de choses encore que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas, il y a plein de choses que j'ai à apprendre. Et, et donc, même si je suis bon ici, je sais qu'à ce niveau, j'ai encore des faiblesses. Et je vraiment chercher à s'améliorer, en fait, et ne pas se sentir supérieur ou meilleur qu'eux, mais vraiment être dans une course avec soi-même, en fait. Et ce sont des éléments qui peuvent vous aider, en fait, à plus vous concentrer sur vous et garder une certaine tête froide. C'est une bonne question. Bon, monsieur, j'aimerais savoir, vous avez parlé de capacité analytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, pour être simple, résoudre des problèmes comme lesquels vous faites face à l'école. C'est-à-dire, souvent, il y a certaines notions de base que vous devez apprendre. Il y a des problèmes qui vous sont donnés et vous devez faire appel à ces notions de base pour résoudre le problème ou rédiger la dissertation ou produire quelque chose qui fait, ou vous devez lier, en fait, le problème que vous voyez avec les notions que vous avez apprises, se les rappeler et les utiliser pour résoudre un problème donné. En fait. C'est juste ce que je voulais dire. Je me permets de vous poser une question à tous les trois. C'était pour savoir quels ont été les critères déterminants pour que vos universités respectives vous choisissent. Merci. Samini, vous pouvez peut-être commencer. Oui, non, merci pour la question. Bon, d'abord, avant de répondre à la question, je voulais rajouter à l'excellente présentation que Hassan a faite. Et quand il a parlé de qualité humaine, il a parlé de la passion, l'esprit, il a parlé de l'humilité qui est important. Parfois, les gens qui ont de bons résultats, la jeune demoiselle a posé la question, garder la tête froide. Rester humble, parce que comme Mohamed dit, même si on est fort dans une matière, on peut ne pas l'être dans l'autre. Et quand on avance plus tard, on se rend compte que même si on était fort, il y a des gens qui sont plus forts. Donc, il faut rester humble. Et je voulais rajouter l'éthique également. C'est-à-dire qu'il faut toujours être honnête dans ses efforts, mais aussi reconnaître ses faiblesses. C'est-à-dire qu'il faut ne pas être arrogant, mais aussi avoir ce côté éthique qui parfois manque dans nos sociétés. Voilà ce que je voulais dire. Pour vous répondre précisément à la question, bon, comme Mohamed a dit, on est tous un peu polyvalents. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur de chimie à Maryland.
et j'ai fait plutôt l'école de commerce à MIT. Donc, moi, je suis arrivé à MIT plus tard. Et c'était en fait tout mon cursus que les gens ont regardé. C'est-à-dire qu'ils ont aimé le fait que j'étais polyvalent, que je parlais plusieurs langues, mais surtout que j'avais cette passion parce que je voulais faire des choses différentes. Tu vois, donc c'est vrai qu'il y a des tests d'admission, mais ce qui fait la différence quelque part, c'est cette passion qu'on peut exprimer. C'est-à-dire que moi, je voulais changer de carrière et j'étais très précis dessus. Et grâce à Dieu et au travail, j'ai été admis à MIT. Mais je veux dire que c'était plutôt la passion et tout le cursus fait avant ça. Mini. Déjà, je vais peut-être mettre la casquette. Comme ça, je représente comme il faut. Boycott, Stéphane, tu as vu ce qu'il fait? De Harvard. Mais on est deux de MIT, un seul de Harvard. C'est pas grave. Je suis en minorité. En tout cas, encore une fois, excellente présentation, Hassan. C'est une fierté pour nous tous. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré ici à Boston et ton message non seulement inspire mon jeune frère, mais m'inspire également pour continuer à m'engager, en tout cas, beaucoup dans ce projet. J'aimerais rajouter juste un petit commentaire, comme le grand frère Sam, et ensuite répondre à la question. Le petit commentaire que je vais rajouter dans toute sa présentation, Sam a insisté sur une chose, la passion. Lorsque vous aimez quelque chose, lorsque vous aimez une matière, lorsque vous êtes curieux sur un sujet, n'hésitez pas, donnez-vous à fond sur ce sujet. Vos capacités intellectuelles et votre ouverture va faire le reste pour vous permettre de découvrir des trucs exceptionnels. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de sujet qui vous emmène dans un canevas ou dans un lieu de culture. Maintenant, moi, de mon cas, à Harvard, déjà très rapidement, avant Harvard, j'ai fait tout mon parcours à Abidjan. Je fais le CSP de Cocody en terminale C. Ensuite, je suis rentré à l'NCA. Je fais 5 ans à l'NCA avant de partir en France à l'école de commerce et de venir ici à Harvard. Je pense qu'à Harvard, j'ai été reçu pour une chose. Harvard, sur le site internet, c'est écrit partout, ils veulent des leaders. Et des leaders, peu importe d'où tu viens, même si tu es Maasai, peu importe, il faut que tu sois un leader. Donc moi, toute ma préparation pour notre Harvard a été de me concentrer sur développer ces attitudes de leadership. Pour regarder sur Internet, c'est facile à trouver. C'est savoir mener un projet, c'est être humble, c'est être motivé, c'est être engagé, c'est savoir motiver les autres. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais aussi, je rajouterais peut-être un dernier point, c'est un élément de curiosité. Le monde change très vite, vous rencontrez des gens qui viennent de partout, et avoir la curiosité d'aller comprendre comment l'autre réfléchit, comment l'autre travaille, comment l'autre a été éduqué et comment l'autre en est arrivé à ce niveau d'excellence ne pourra que vous permettre de vous grandir. Je finirai par un exemple. À l'NCA, à l'école de Sassi d'Abidjan, il y avait 18 nationalités. Rentrer à l'NCA en tant qu'Ivoirien, c'est se rendre compte que nous, les Ivoiriens, on n'est pas au cœur en fait, de l'Afrique. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Et tout de suite, ça apporte une certaine minorité. Et lorsqu'on apprend de ces camarades de classe, on apprend des gens qui viennent d'une autre culture, ça nous permet de nous enrichir et d'être tout de suite compétitifs lorsqu'on arrive à des compétitions de sélection telles que les universités étrangères, surtout américaines. Mais en tout cas, bravo encore à tous. Merci. Non, oui, en fait, pour compléter, je pense que à mon niveau, effectivement, il y avait, au niveau au-delà des résultats scolaires aussi, j'avais été impliqué dans des activités. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le système français, on n'est même pas forcé, en fait, à faire des activités extrascolaires. Mais au niveau du lycée, j'ai été impliqué en tant que délégué dans le conseil de la vie lycéenne. Et quand je suis arrivé en terminale, je me suis impliqué aussi dans le club de marque. Donc, il y avait à la fois les bons résultats scolaires et les activités et projets menés juste en fait par passion pour différents sujets. Et ensuite, concernant les universités américaines, en fait, ça peut être vraiment un autre point à développer. On est ravis de rester en contact pour plus éclairer. C'est qu'en fait, il y a plusieurs passerelles. Ça, c'est peut-être un des points que je voulais dire. En fait, c'est qu'il y a plusieurs passerelles aujourd'hui. Il y a des passerelles après le bac, il y a des passerelles après les premières études, il y a des passerelles à plusieurs niveaux, en fait. Il y a même des systèmes de bourse. Donc, en fait, si vous avez ce genre de projet de visée internationale,
renseignez-vous parce qu'il y a plusieurs passerelles selon les endroits où vous pouvez faire. Et donc, ça va sûrement nécessiter de la préparation. Mais surtout, la première chose, en fait, c'est d'y croire et puis se renseigner et parler avec les personnes qui ont fait ce genre de parcours. Donc, mais ça peut être vraiment un autre sujet, mais Dieu merci qu'on est en contact, on pourra aussi plus approfondir ces points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. C'est vrai que nous, on a la chance aujourd'hui de parler avec vous parce qu'on était lauréats, on a eu de bons résultats à nos différents examens. Mais vous êtes à l'étranger. Vous avez eu la chance de pouvoir arriver où vous êtes aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites concrètement, si je peux dire ça, pour la jeunesse aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui n'a pas peut-être la chance que nous, on a de vous écouter. Donc, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse en dehors d'ici? Il y a certains jeunes qui ont des rêves qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Donc, qu'est-ce que vous, qui allez réussir, vous faites pour la jeunesse de Côte d'Ivoire? Je pense que le Je doyen peux parler de là pour lui. Voilà, je vais commencer en premier, mais c'est une très bonne question. Et comme Stéphane et toute l'équipe des dirigeants de la CIE, y compris le directeur général Bakayoko, M. Bakayoko, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que justement, la raison pour laquelle on s'allie avec la CIE et on a cette discussion, c'est parce que justement, on veut éclairer les jeunes et leur donner le message suivant, que c'est possible. Donc, concrètement, par exemple, moi, je parle dans mon cas précis, la rencontre avec mes jeunes frères Mini, Hassan, s'est produite sur ce projet de pouvoir stimuler notre jeunesse. Donc, on s'est dit, nous, on a eu la chance d'avoir un parcours. Comment on peut se réintégrer dans le système et pouvoir donner, pouvoir motiver les jeunes. Donc, on a créé le International Math Olympiad, donc les compétitions de maths. Et on travaille avec des jeunes d'MIT qui vont chaque janvier, ils viennent en Côte d'Ivoire pour travailler avec des jeunes qui ont été sélectionnés par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Et on espère que ça va apporter, mettre en lumière les talents qu'on a, voilà, dans ce domaine. Mais de façon même personnelle, je vais vous dire, il y a 7 ans, j'ai créé une bourse à MIT pour les jeunes Africains. Et donc, hier, on m'a annoncé la 7e personne qui va faire son MBA grâce à la bourse que j'ai établie à MIT. C'est une jeune dame ghanéenne qui travaille à MTN et qui va commencer à MIT cette année. Et donc, le défi que j'ai, Stéphane, pour le pays, c'est que la bourse a été établie à MIT. Il y a 7 personnes qui l'ont reçue, 4 Nigérians, 2 Ghanéens, une Kenyane. Et moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je dis, c'est pas normal. Ah oui. Il faut qu'un Ivoirien ait cette bourse. Voilà, donc c'est le défi pour vous, là, les lauréats, là. J'espère que dans 3, 4, 5 ans, je ne sais pas quand, mais qu'il y aura un de vous qui sera boursier à MIT sous le Epei Bunya Fellowship. Voilà. Bon, Mini et Hassan peut rajouter, mais voilà, ça, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, frère. Oui. Bon. Non, vas-y. D'accord. En fait, non, c'est effectivement le côté, avec la Société mathématique de Côte d'Ivoire, il y a à peu près 20 ou 30 jeunes qui sont sélectionnés chaque année, qui sont issus de plusieurs lycées. Et à travers ce curriculum, on essaie de renforcer les capacités au niveau de maths. Et surtout, ces jeunes sont leaders dans leur lycée. Et à partir de là, en fait, la culture peut se répandre. Donc, ce serait juste ce point-là. Et moi, très rapidement, c'est partager mon expérience au quotidien à chaque fois que je rentre au Côte d'Ivoire. Environ 13 ans que j'ai quitté le pays. Je suis encore en contact avec mes camarades de l'école primaire, mes camarades de la maternelle, mes camarades du collège, mes camarades du lycée, mes camarades de l'NCA.
Et à ces camarades-là, chaque fois, lorsque la décision d'aller de l'avant ou pas a été influencée par les raisons financières, la peur, le manque de travail, le manque de chance, etc., moi, je fais en fait le retour d'expérience en disant, mais ok, si vous avez pris cette décision qui ne vous a pas permis de vous réaliser complètement, pensez à vos enfants. Mettez les conditions en place pour ne pas que vos enfants puissent avoir à faire face à ces mêmes décisions. Ça peut être la peur de. À l'NCA, typiquement, moi, je suis entré à l'NCA en tant que major du concours, mais je n'étais pas le premier de classe. Les premiers de la classe ont eu peur, et à raison, hein, de candidater dans les écoles à l'étranger, ça coûtait beaucoup plus cher. Nous, comme on s'en fout, comme on a un peu fou dans la tête, on a tenté, ça marche. Du coup, le feedback que je fais, c'est de donner un peu le système de bourse qui existe, qui leur permettrait à leurs enfants de le faire. Et je me suis rendu compte aussi que ces actions individuelles n'ont pas l'impact qu'une action telle que le programme MIT IME. C'est pour laquelle, en tant que Harvard, je me frustre en fait, parce que ce qu'on veut faire et l'ambition qu'on a pour ce programme, c'est enfin un programme systématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule entreprise, il y a tout un système d'entreprises installées en Côte d'Ivoire ou qui produisent de la richesse pour Côte d'Ivoire, qui financent et qui soutiennent l'excellence et la croissance des élèves ivoiriens. Ces entreprises-là, au niveau international, le font pour plein d'autres pays. On les voit dans leur rapport. Jusqu'à encore hier, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais j'ai lu le rapport d'une entreprise qui source 80% de ses intrants et qui a un chiffre d'affaires de 46 milliards de dollars dans le monde, qui ne donne même pas 100 000 francs CFA aux élèves ivoiriens. Du coup, c'est comment utiliser ce programme. Le réussir grâce à l'aide de la CIE, le réussir grâce à votre contribution, à votre engagement jusqu'au bout, pour en faire un exemple en disant à ces grandes entreprises, écoutez, voilà un programme que nous avons réussi avec le MIT, voilà un programme que nous avons réussi avec la CIE, aidez-nous à l'implémenter pour que beaucoup plus d'entreprises puissent agir de sorte à ce que toutes ces petites barrières, tous ces petits blocages que Hassan et moi avons rencontrés dans notre parcours ici soient complètement levés pour des jeunes comme vous et pour vos petits frères qui viennent derrière. Donc, c'est une vision à très long terme que nous partageons. Nous ne sommes pas tous seuls, on a beaucoup d'amis qui nous soutiennent là-dedans, mais c'est une vision à très long terme que nous partageons. C'est une excellente question. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a une. On va prendre une dernière question. La toute dernière. Oui, on va aller bientôt, oui. Lui, il n'a pas encore parlé, non? Oui. Donc, vas-y, désolé. Ma question s'adresse à M. Hassan. J'ai vu que vous êtes dans le domaine de l'informatique et vous êtes directeur d'entreprise. Moi, j'ai fait un bac F et une filière électronique. Et je vais dans une grande école publique à l'IPHG. Là-bas, il n'y a pas d'électronique, il y a l'électro-informatique. Maintenant, je ne suis pas passionné de l'informatique. Je peux vous être informaticien. Quels sont les conseils que vous pouvez apporter pour que je puisse m'adapter? Oui, bonne question. En fait, ce qui est important de manière générale, c'est de, comme tu as vu, j'avais mentionné, à la base, je crois que j'allais faire génie électrique. Je suis allé dans un club où les gens travaillaient sur des voitures et je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que j'aimais et que j'aimais plus le côté informatique et maths qui était abstrait. Donc, en fait, par rapport à savoir il faut que tu saches c'est quoi tes intérêts. Et si tes intérêts ne sont pas, on va dire, nourris par ton cadre académique, tu peux avoir aussi beaucoup de projets où tu es capable vraiment d'exercer ces intérêts et à travers des associations. C'est-à-dire, en fait, tout faire pour vraiment avoir les résultats de base pour passer les cours et tout ça, mais aussi dans les études d'ingénieur, il y a beaucoup de projets et beaucoup de réalisations personnelles en fait. Et même, je crois que l'INP a un Fab Lab maintenant en partenariat avec MTN où c'est possible de donner l'espace aux gens en fait de s'émanciper via la réalisation de projets en fait. Donc, je dirais, effectivement, il y a des cours que tu vas aimer, il y a des cours que tu ne vas pas aimer, mais le plus important, c'est de comprendre ce que toi, tu es passionné et même d'aller au-delà des cours en réalisant des projets, en trouvant d'autres amis qui sont passionnés par les mêmes thèmes que toi et qui peuvent se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser de manière concrète, que ce soit des petits gadgets, des petits trucs, mais vraiment avoir cet aspect pratique-là. En fait, ça va beaucoup t'aider à toujours réaliser ta passion d'un côté et avoir le moral pour
continuer. OK. Bon, c'est bon. Je voulais poser la question quand même. Ah bon, la toute dernière. Vas-y, rapidement. Oui, allez-y. Ma question s'adresse à vous, monsieur. À tous les trois? À tous les trois. OK. La question, c'est quelle était votre source de motivation et tant pour vous aussi, les lauréats, qu'est-ce que vous pouvez comme conseil à pouvoir continuer et aussi arriver à ce stade là où vous êtes arrivé? C'est ma question. Vous avez compris? On peut répéter la question pour moi. C'est la source. Il a dit en fait quelle était la source de motivation pour arriver à où est-ce que tu es arrivé et quels sont les conseils que tu peux donner aux lauréats? Vous avez d'excellentes questions. Honnêtement, pour moi, j'ai fait tout mon parcours à Mermoz, à Cocody, du CP1 à la terminale. Et je le dis pas en fausse modestie, hein, j'étais juste un bon élève. J'étais pas comme Hassan. Hein. Hassan, ça, c'était les cankés. Là. Nous, on était bons, mais pas super bon comme Hassan. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu qu'on pouvait compétir avec n'importe qui. Donc, on avait des bases très solides. Malgré le fait que moi, je suis un enfant de 90, là, c'est cette année où j'ai passé le bac, on a eu une année blanche, on a dû faire des cours, se cacher pour faire des cours. Donc, c'était assez compliqué. On avait la fessie qui venait sur nous tout le temps, c'était chaud. Bref, mais malgré tout ça, on a pu avoir un parcours et à un moment donné de sa vie, moi je suis un vieux père maintenant. Je dis, mais comme Mini disait, comment on peut faire pour donner pour transmettre aux jeunes le fait que, un, ça soit possible, et deux, on compte sur eux pour le faire. Parce que nous, on a été un peu chanceux comme ça, mais ce n'était pas systématique. Alors que vous avez une opportunité, vous avez déjà été identifié comme Stéphane dit, comme les meilleurs du pays. Vous êtes les lauréats du prix national d'excellence. Donc déjà, les gens savent que vous avez le talent. Il faut profiter de ça. Moi, pour résumer, c'est simplement parce que je sais qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de Hassan qu'on ne repère pas. Il y a des centaines de milliers de jeunes comme vous qui sont à Bondoukou, qui sont à Bongouanou, qui sont à Beauville, quelque part, et on ne sait pas. Donc, plus on fait cette exposition et dit aux gens que voilà les gens qui ont les lauréats, voilà l'excellence. On espère que ça va stimuler d'autres jeunes qui sont peut-être timides, qui ne croient pas, d'aller vers leurs rêves. Moi, c'est ça, c'est ma motivation. Je veux que la Côte d'Ivoire fasse sortir encore plus de talents parce qu'on sait que c'est possible. Très bien. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de nos échanges. Je voulais vraiment réitérer mes remerciements à Hassan, Sam et Mini pour votre participation et surtout pour la qualité de vos interventions. Vraiment, très bien. Je pense que les lauréats ici présents sont d'accord avec moi pour dire que vous avez vraiment été à la hauteur. Et surtout, rappelez que vous êtes des personnes d'excellence, des modèles d'excellence et surtout des personnes humbles. Dans les échanges que j'ai eus avec vous depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai perçu cette humilité derrière tout ce que vous faites. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Et je voulais particulièrement remercier Sam pour son engagement dans le cadre du partenariat MIT-CIE, parce que c'est vraiment un animateur. On le sent vraiment qu'il pousse les choses, il arrive à obtenir des choses, et ça, vraiment, je trouve ça très bien. Sam, en tout cas, merci pour ça. Et pour terminer, je voulais juste rappeler une phrase que Hassan a dite dans son intervention. Il a dit quelque chose de très important, et ça, je le dis pour les jeunes ici. Il a dit que les résultats ne sont pas dus à un don, mais c'est dû au travail. Ça, c'est vraiment ce que je retiens pour conclure notre intervention. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, et puis on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir. Merci, nous aussi on vous applaudit. Félicitations. On vous applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
Ok, à bientôt. Merci, au revoir. Bye bye. Merci, ça. Merci. Ok.